À la une de l'actualité, incarcérés depuis quelque temps, 10 officiers de la police nationale ont été libérés par le tribunal d'Abidjan. Ils étaient emprisonnés pour atteinte à la sûreté de l'État et non-respect des consignes. Rencontre interministérielle au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Au centre des réflexions, la fluidité routière, les accidents sur l'autoroute du Nord et la purge des droits coutumiers. C'est une première judiciaire en France. Ce mardi 4 février marque la célébration de la Journée internationale de lutte contre le cancer, cette pathologie qui demeure la première cause de mortalité dans le monde. Dans ce journal, vous pourrez entendre le témoignage d'un malade du cancer. Bonsoir et bienvenue dans votre journal sur RTI 1. Les 10 officiers supérieurs de la police ivoirienne sont libres. La décision de leur relax a été prise par le tribunal d'Abidjan. Les 10 officiers étaient incarcérés pour atteinte à la sûreté de l'État, violation de consignes et rébellion. Abou Sanougou. À l'issue de la deuxième audience comptant pour ce procès qui s'est déroulé en 2 audiences, un contrôleur général de police, 7 commissaires principaux de police, 2 capitaines-majors de police et un sergent de police qui comparaissaient devant le tribunal militaire d'Abidjan pour des faits de violation de consignes et d'atteinte à la sûreté de l'État ont été acquittés pour délits non constitués. Ainsi, après être chacun passé à la barre avec des témoignages à l'appui, ce fut la réquisition du parquet militaire suivie de la plaidoirie des avocats de la défense. Pour le colonel Kakou Banti, avocat de la défense, la justice a dit le droit. C'est la preuve qu'un militaire, un policier qui se comporte conformément aux règles pourra toujours trouver l'État à côté de lui. Et ici, ce tribunal vient de démontrer qu'on ne punit pas pour punir, on a jugé selon la loi. Ces 10 officiers de police ont regagné leurs familles respectives et retourneront à leur lieu de travail après 3 années de détention. Et toujours dans l'actualité judiciaire, l'ex-première dame de Côte d'Ivoire a été entendue. L'audition de Simone Gbagbo a eu lieu dans sa résidence d'Odiéné en présence de son avocat. Simone Gbagbo était face à une équipe du tribunal d'Abidjan composée du procureur de la République, du doyen des juges d'instruction et des greffiers. Les questions de fluidité routière et d'accidents étaient au cœur d'une réunion interministérielle. Le cadre choisi était le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Les détails avec Abou Sanougou. Le gouvernement a résolu à résorber les questions relatives à la problématique de la fluidité routière dans le district d'Abidjan, à la récurrence des accidents sur l'autoroute du Nord et la purge des droits coutumiers. La circulation dans le district d'Abidjan est en effet rendue difficile par de nombreux embouteillages dont les conséquences aussi bien économiques que financières grèvent les charges de l'État, des ménages et des entreprises sans oublier son impact écologique et sanitaire. Ces sujets étaient au centre de la réunion du comité interministériel présidé par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko. Et le gouvernement a demandé qu'un groupe de travail puisse réfléchir sur un plan de circulation qui permette de meilleure fluidité. Donc un groupe de travail va dans 2 semaines nous proposer un plan de circulation et nous pensons que s'il est acté par le gouvernement, il pourrait être mis en œuvre au 1er mars. Ensuite, nous avons traité de la question des accidents de la circulation. Tout le monde est témoin que la route endeuille nos compatriotes au quotidien. Donc un groupe de travail également est mis en place pour proposer des mesures précises pour réduire ces fléaux. Donc très bientôt, nous aurons également un plan pour mieux sécuriser l'autoroute avec la mise en place d'une brigade autoroutière. Le foncier urbain est un vrai problème et il ne faut pas que cela soit un frein au développement, à la croissance du pays. Nous avons demandé à un groupe de voir comment traiter ce problème-là au regard de l'évolution du pays et des ambitions du pays. Ces 3 commissions bénéficient de 2 semaines pour produire un rapport d'étude et d'analyse à soumettre au gouvernement. La commission électorale indépendante fait son bilan. Les commissaires et l'ensemble du personnel se sont retrouvés aujourd'hui au siège de l'institution. Avec le président Youssouf Bakayoko, il a été question de faire le point des activités menées par la CEI au cours de l'année 2013. Michel Diri.
2013 a été l'année de la fin du cycle électoral de sortie de crise en Côte d'Ivoire, avec les élections municipales et régionales d'avril dernier. Après donc une décennie de crise, le pays dispose de toutes ses institutions issues des urnes, une fierté pour Youssouf Bakayoko, président de la commission électorale indépendante. De l'avis de tous les observateurs crédibles, la commission électorale indépendante a su faire prévaloir lors de chacun de ces scrutins la volonté des électeurs telle qu'elle s'était exprimée. La commission électorale indépendante n'a qu'un combat à mener, un combat plus vaste, un combat plus conforme aux vraies valeurs de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire les valeurs démocratiques capables de faire rayonner notre pays en Afrique et dans le monde. Elle s'y consacrera dans le respect des règles internationalement admises, c'est-à-dire qu'elle organisera des élections libres, transparentes et crédibles. Dans la perspective des élections de 2015, cette année ne sera pas de tout repos pour la CEI. Le début des travaux préparatoires pour les scrutins à venir, la formation du personnel, la reprise de contact avec les bailleurs et autres partenaires techniques, etc. Comme on le voit, l'ensemble des agents de la commission électorale indépendante sera bel et bien au travail en 2014. On peut le dire, les agents de la CEI ont les pieds en 2014, mais la tête déjà dans les élections de 2015. Il est à Abidjan, dans le cadre du forum Investir en Côte d'Ivoire. Le ministre délégué chargé de l'alphabétisation du Burkina Faso a échangé avec la ministre de l'Éducation nationale, Kandia Camara. Il s'agissait d'une séance de travail qui a porté sur les différents systèmes éducatifs de la sous-région. Sidonie Davila, Gabriel Zani. Un tour d'horizon des différents systèmes éducatifs des pays de la sous-région a permis aux deux ministres en charge de l'éducation de relever les problèmes qui minent le secteur. Pendant ces 3 heures de temps de travail, Amadou Diko, ministre délégué de l'alphabétisation du Burkina Faso, et Kandia Camara, ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, ont planché sur les rapports entre la tutelle et le secteur privé de l'enseignement et les écoles de confession islamique, sur la mobilisation des ressources pour mener à bien les politiques éducatives, aussi bien rentées ivoiriennes que burkinabées. Un autre point important de cette rencontre, le projet Caranta, qui est une organisation sous-régionale qui regroupe 6 pays. Les penseurs de cette organisation ont pensé justement qu'à travers cette organisation, on pourrait créer un cadre de concertation au niveau de chaque province, assurer l'intégration des populations par l'alphabétisation. Et nous avons également discuté sur comment pérenniser les actions au niveau de Caranta, et aussi comment faire pour que Caranta soit plus visible de manière à être plus rentable, à servir également les politiques nationales de chaque pays. La politique d'alphabétisation mise en place par le gouvernement burkinabé étant un exemple, la Côte d'Ivoire aura l'occasion de s'en imprégner grâce à une visite prévue très prochainement dans le pays des hommes intègres, le Burkina Faso, ont convenu les deux personnalités en charge de l'éducation, Amadou Diko et Kandia Camara. L'État de Côte d'Ivoire a décidé de payer les 25% restants des effets financiers du reclassement des enseignants. Une décision saluée par le collectif des syndicats des emplois du secteur éducation-formation. Les 6 organisations se sont exprimées à travers une déclaration faite à la presse nationale. Serge Coléa. Le collectif des syndicats des emplois du secteur éducation-formation se dit en phase avec l'État de Côte d'Ivoire. Le gouvernement ivoirien indique à ce collectif bien d'apporter une réponse positive à une des préoccupations majeures des enseignants de Côte d'Ivoire. Depuis la fin du mois de janvier 2014, les 25% restants des effets financiers du reclassement sont payés aux enseignants de Côte d'Ivoire. Cet acte est la résultante de la lutte des enseignants et des accords conclus entre les syndicats et l'État de Côte d'Ivoire depuis le mois de novembre 2009 et repris à son compte par le gouvernement actuel. Les effets financiers du reclassement sont totalement payés aux enseignants de Côte d'Ivoire. Face à toutes ces avancées, les syndicats d'enseignants du secondaire général de Côte d'Ivoire
que sont le MERECI, le SILEG, l'UDENSI, le SINAPESI, le SIDES et la COGESI, remercie le président de la République pour avoir achevé le processus du paiement des effets financiers du reclassement des personnels enseignants de Côte d'Ivoire. Les responsables de ce collectif attendent la prise en compte d'autres préoccupations. Le collectif des syndicats des emplois du secteur éducation-formation a marqué sa volonté d'accompagner le gouvernement et le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Kandia Kamara, dans la politique menée pour redonner au système éducatif ivoirien sa crédibilité et son efficacité. Les inscriptions pour le concours d'entrée à l'ENS ont démarré aujourd'hui. L'annonce a été faite par la Direction générale de l'enseignement supérieur et c'était à la faveur d'une conférence de presse à laquelle a pris part Ami Koulibaly Kanga. Les candidats au concours d'entrée directe à l'école normale supérieure ENS pourront dès aujourd'hui, mardi 4 février, procéder à leur inscription en ligne. C'est www.doresi.net et www.dores.edu.ci. Et les inscriptions en ligne vont se faire pendant un mois, à partir de ce mardi 4 février et prendront fin le mercredi 5 mars 2014, au coût unique de 10 000 francs. Les dossiers physiques seront déposés à l'antenne de l'INPHB à Cocody Danga, près de la Cité Rouge, du lundi 10 février au mardi 11 mars, de 8h à 16h. Et il n'y a plus l'achat des pochettes et seulement les candidats admissibles seront soumis à la visite médicale. 3 886 postes en personnel enseignant et personnel d'encadrement pédagogique et administratif sont à pourvoir. Pour rappel, le concours d'entrée à l'école normale supérieure est organisé et supervisé par la DOREX, la Direction de l'orientation et des examens, selon le décret numéro 2011-396 du 16 novembre 2011. Ce mardi 4 février marque la célébration de la Journée internationale de lutte contre le cancer, cette pathologie qui demeure la première cause de mortalité dans le monde. Le cancer tue, mais il se soigne. Je vous propose d'écouter le témoignage d'un malade du cancer dans ce reportage. Une bande en guise de pansement. La tête d'Adama prend du volume au fil des jours. Adama a plus de 20 ans. Il est atteint d'un cancer. Il s'agit d'un cancer de graisse et de muscles au niveau de la tête, appelé le liposarcome. Adama traîne la maladie depuis 10 mois. Il y a seulement 1 mois qu'il est interné au CHU de Treichville. Vraiment, ma tête, ça me fait très mal. Bon, actuellement, c'est les bêtes qui sont dedans qui me font très mal. Aujourd'hui, Adama et sa famille n'arrivent plus à faire face au coût du traitement. J'ai dit Dieu, si j'ai gagné une bombe ou bien il s'en va à la première dame, il dit il n'a qu'à aider mon enfant. Adama n'est pas un sujet isolé. En Côte d'Ivoire, une famille sur 9 est confrontée à un cas de cancer, un mal qui ronge les patients en même temps que sa prise en charge au plan financier. Les médicaments restent chers, 200 à 300 000 francs par mois. À peine la moitié de nos malades arrivent au bout des traitements de type chimiothérapie, c'est-à-dire des médicaments anti-cancer. 15 000 à 20 000 cas de cancer sont déclarés chaque année en Côte d'Ivoire. Ce 4 février, à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre le cancer, les épineuses questions de prévention, de guérison et de prise en charge seront encore au centre des préoccupations. Ce compte-rendu est commenté par Delphine Bla. Les malades du cancer, on en trouve aussi dans la ville de Bouaké. Ils sont atteints au foie et au col de l'utérus. Cette situation inquiète les autorités sanitaires de la région de Bouaké. Kader Sogodougou. En Côte d'Ivoire, selon les statistiques, 15 000 nouveaux cas de cancer ont été dépistés en 2013. À Bouaké, ce sont une centaine de cas
enregistrés. Les cancers les plus répandus sont ceux du foie avec 52% et du col de l'utérus avec 33%. La prise en charge de ces cancéreux est assurée par des spécialistes sur place à Bouaké. Les enfants ne sont pas épargnés par cette redoutable maladie. Ils représentent 1% des admissions, soit environ 50 enfants atteints du cancer en 2013, hospitalisés au CHU de Bouaké. Le premier cancer de l'enfant en Côte d'Ivoire, et particulièrement à Bouaké, c'est le lymphome de Burkitt. Nous en avons jusqu'à 40 cas. Pour mener à bien la lutte contre le cancer, le CHU de Bouaké aura besoin d'un plateau technique adéquat, notamment la radiologie. Le matériel pour faire la biopsie de ce cancer, pour aller faire l'examen anatomopathologique, n'existe pratiquement pas. Au niveau de l'exploration radiologique, il n'y a pas de scanner au CHU de Bouaké. La prise en charge des différentes formes de cancer à Bouaké doit pouvoir amener les populations à fréquenter les hôpitaux à temps afin d'éviter les complications. Des complications dont les coûts financiers sont très souvent énormes. L'avortement maternel est l'une des causes du taux élevé de mortalité maternelle. Comment éviter que cette pratique cause plus de décès? L'AIBF, l'Agence ivoirienne pour le bien-être familial, propose des soins d'urgence après avortement. Marie-Laure Ngoran. En Côte d'Ivoire, l'avortement clandestin est interdit. La loi n'autorise l'avortement que lorsque la grossesse représente un danger pour la vie de la femme. Et pourtant, selon l'AIBF, l'Association ivoirienne pour le bien-être familial, elles sont nombreuses, les femmes, surtout les adolescentes, à recourir illégalement à l'avortement pour remédier aux grossesses non désirées. La plupart de ces avortements sont effectués à domicile, souvent par les femmes elles-mêmes, avec des plantes ou des coctions. Conséquences, graves séquelles pour la santé des femmes, lésions des organes génitaux, hémorragie ou la mort. Les chiffres sont alarmants. 3,6% de décès maternels liés à l'avortement. Nous nous appuyons sur le protocole de Maputo qui a été, dont la Côte d'Ivoire est partie prenante et qui stipule qu'il faut réduire, baisser la mortalité maternelle en agissant sur tous les facteurs qui favorisent cette mortalité, dont les avortements à risque. Et pour ce faire, dans des situations où, par exemple, une grossesse est survenue des suites d'un viol ou d'un inceste, c'est des cas qu'il faut voir. On peut déjà voir ça. Puis dans les autres pays qui nous entourent, ça a évolué. Un pays comme le Burkina a évolué sur ce plan-là. Pour éviter ces avortements répétés et réduire le taux de mortalité, l'AIBF invite les structures sanitaires à offrir des soins d'urgence après avortement, notamment prise en charge médicale, services de conseil, d'éducation et de planification familiale. La jante féminine sera à l'honneur le 8 mars, date choisie pour la célébration de la Journée internationale de la femme. Pour annoncer les activités qui marqueront les festivités de cette journée, la ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, Anne Désiré Oulouto, était aujourd'hui face à la presse. Elle a annoncé notamment la mise en place prochaine d'un Conseil national de la femme. Gabriel Zani. Le combat pour les droits des femmes est d'abord celui des femmes et non des hommes. Pour une implication de toutes les femmes pendant les festivités de la célébration de la Journée internationale de la femme le 8 mars prochain, Anne Désiré Oulouto, le ministre de la Solidarité, a mis en place un nouveau comité d'organisation. Quelles que soient nos professions, quelles que soient nos origines, à penser que nous sommes capables d'apporter toujours quelque chose à la construction de notre nation. Je crois que c'est cela l'enjeu. Les festivités seront lancées le 6 février. Elles s'annoncent grandioses et innovantes avec des conférences, des expositions ventes et surtout l'installation du Conseil national de la femme le jeudi 27 février. Le Conseil national de la femme a été institué par décret, pris en Conseil des ministres depuis plusieurs années. Et le gouvernement, cette année, met un point d'honneur, n'est-ce pas, à faire en sorte que cet objectif devienne une réalité. C'est la ville de Grand Bassam qui a été choisie pour abriter les festivités en raison de son passé et de la marche historique des femmes sur la prison coloniale. Cette première journée que j'ai eu personnellement organisée dans le département de Touba a été donc l'occasion pour Madame la Première Dame de soutenir les femmes. Il en sera de même pour nos sœurs de Grand Bassam.
Chaque année, la journée de la femme donne l'opportunité de passer en revue les problématiques qui se posent aux femmes, violences sexuelles, mortalité maternelle, féminisation du VIH-Sida. Pour cette édition, l'État a décidé de mettre l'accent sur le travail des femmes pour montrer leur implication dans l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement dans notre pays. Graissement de dents au marché Gouraud. Depuis quelques jours, les commerçants de ce marché ne sont pas contents. Ils dénoncent le non-respect d'un contrat qui les lie à un opérateur économique. Grâce Kando. Depuis quelques jours, plus rien ne va au marché Gouraud. Ce lieu de commerce situé dans la commune d'Adjamé, très fréquenté par les populations, connaît des moments difficiles. Un litige oppose les commerçants à un opérateur économique. Au centre du conflit, le déguerpissement du site et la modernisation du marché. Selon les deux parties, les clauses du contrat n'ont pas été respectées. On lui a demandé un plan du marché, et puis on lui a demandé un permis de construire. Donc il n'a pas fourni tous ces documents-là. Et depuis 2010, on a demandé la résiliation du contrat. Avec même l'ancienne présidente. C'est elle qui a signé le papier et c'est elle qui a demandé de résilier le contrat. Donc depuis 2010, nous sommes devant la justice. Hassan Ismaël, le mis en cause, accepte de donner sa version des faits, mais hors caméra. En effet, selon lui, son entreprise aurait été sollicitée pour la modernisation du marché. Il aurait donc engagé des fonds en vue de l'indemnisation des commerçants. Sur 60 millions, 30 millions ont été déjà décaissés, mais aujourd'hui, les commerçants refusent de quitter les lieux. Approché sur cette situation qui se déroule dans sa commune, le maire Youssouf Silla dit ne pas être concerné de près ni de loin par ce problème. Il procédera bientôt à une opération de déguerpissement après les résultats d'une enquête menée par l'Office national de la protection civile. Le MPC, qui est l'Office national de la protection civile, a fait un constat pendant la construction, la nouvelle construction du marché actuellement, que le bâtiment construit était sur une grande canalisation d'où partait beaucoup d'eau du quartier d'Adjamé vers Fraternité Matin. Et qu'il fallait enlever les bâtiments construits sur le caniveau. Et le ministère de l'Intérieur m'a adressé un premier courrier me demandant simplement d'enlever les magasins construits sur la canalisation. Le déguerpissement prévu pour se faire ce lundi a finalement été reporté à une date ultérieure. La raison, les concertations se poursuivent au niveau de la tutelle. Intéressons-nous à la 35e édition de la Foire internationale du tourisme de Madrid, une rencontre à laquelle la Côte d'Ivoire entend participer de façon qualitative. Patricia Omoetia. Durant 5 jours, plusieurs professionnels ont pris part à la 35e édition de la Foire internationale du tourisme à Madrid. Le salon Fitur constitue une opportunité pour les opérateurs ivoiriens de rencontrer des destinations émergentes et prometteuses. Salon qui se distingue par une participation internationale renforcée, regroupant entreprises et institutions de plus de 170 pays. C'est l'occasion pour connaître l'offre touristique mondiale dans son ensemble et partager des idées et expériences entre professionnels. La Côte d'Ivoire est représentée dans un stand de 400 mètres carrés. Il est question de présenter divers produits touristiques. Le grand effort est consacré à la promotion du chocolat de Côte d'Ivoire. Le stand a drainé du monde. Pays producteur de cacao, la destination Côte d'Ivoire s'ouvre au monde. Plus de 400 000 touristes depuis un an. Le but est d'atteindre, à l'horizon 2020, plus d'1 million de touristes, indique Jean-Marie Sommet, directeur général de Côte d'Ivoire Tourisme. La délégation officielle ivoirienne est conduite par Roger Kakou, ministre du Tourisme. À l'étranger, direction la France, où s'est ouvert aujourd'hui le procès d'un génocidaire présumé du Rwanda. Le démarrage du procès de Pascal Simbi-Kangwa, accusé de complicité de génocide et complicité de crimes contre l'humanité, est le premier en France, 20 ans après le génocide rwandais. 20 ans, c'est long, c'est le temps qu'il aura fallu pour organiser le premier procès d'un présumé génocidaire rwandais en France. L'ouverture s'est tenue ce mardi à la Cour d'appel de Paris.
Il n'aurait pu avoir lieu sans l'action d'ONG comme le collectif des partis civils pour le Rwanda, qui participe depuis de nombreuses années à la traque des auteurs du génocide de 1994. J'espère surtout que ce procès sera le premier d'une très longue série, parce que nous avons déjà déposé environ 25 plaintes, que nous en préparons d'autres, et il ne faudrait pas quand même que ça prenne une trentaine d'années. L'accusé, le voici en 2008 à Mayotte, alors qu'il vient d'être arrêté pour falsification d'identité. David Safari s'avère être le capitaine Pascal Simbikangwa, proche de l'ex-président rwandais Juvenal Habyarimana, et soupçonné d'avoir joué un rôle actif pendant la préparation et l'exécution du génocide. Le voilà aujourd'hui dans le box des accusés, après une longue instruction menée par le pôle crime contre l'humanité du parquet de Paris. Âgé de 54 ans, paraplégique suite à un accident de la route, il nie les faits qui lui sont reprochés et ses avocats commis d'office estiment qu'ils n'ont pas eu les moyens de le défendre. La défense a déposé des conclusions de nullité parce qu'elle considère qu'il y a une inégalité des armes flagrante entre le parquet, la défense et les parties civiles. Les faits tels qu'énoncés par le président du tribunal, Olivier Leurent, portent principalement sur l'organisation de barrages pendant le génocide de 1994 et la distribution d'armes aux miliciens interamwe. Ces faits reposent sur une trentaine de témoignages dont il reviendra au juré d'assises d'établir s'ils constituent ou non des preuves irréfutables de la culpabilité de Pascal Simbikangwa. L'actualité en bref sur le continent nous conduit en Afrique du Sud, au Togo et dans un premier temps en Centrafrique. La situation sécuritaire à Bangui s'est progressivement améliorée malgré des explosions de violence sporadiques et des règlements de comptes quotidiens entre chrétiens et musulmans. C'est ce qu'a déclaré hier le chef d'état-major des armées françaises, l'amiral Édouard Guillot, lors d'une visite aux soldats de l'opération Sangaris. L'amiral reconnaît toutefois que la province, où une grande partie des combattants sénégalais s'est repliée, reste largement hors de contrôle. Le testament de Nelson Mandela a été dévoilé hier au siège de sa fondation à Johannesburg par un juge de la Cour suprême sud-africaine. L'icône de la lutte anti-apartheid laisse une fortune de 3 millions d'euros en héritage qui sera réparti entre sa famille, son parti, le Congrès national africain, ses employés et 6 écoles qui lui tenaient particulièrement à cœur. Le partage de la succession a été accepté par la famille. Il n'y aurait pour l'instant aucune contestation. La police togolaise a effectué hier une nouvelle saisie de 2 tonnes d'ivoire au port de Lemay. En une semaine, les policiers togolais ont mis la main sur 4 tonnes d'ivoire dissimulées dans des conteneurs chargés de bois en partance pour le Vietnam. Un Vietnamien et 2 Togolais ont été arrêtés dans le cadre de l'enquête. Le trafic d'ivoire a pris de l'ampleur ces dernières années en Afrique de l'Ouest en raison d'une forte demande au Moyen-Orient et en Asie. Les Jeux olympiques d'hiver seront célébrés du 7 au 23 février prochain à Sochi, en Russie. À 3 jours de l'événement, la sécurité reste au cœur des préoccupations. La flamme olympique est arrivée lundi à Sochi avec les premières délégations sportives. 36 milliards d'euros ont été dépensés pour faire de ces Jeux d'hiver les plus chers de l'histoire olympique, une belle vitrine pour la Russie. Les derniers coups de peinture sont en cours et quelques chambres d'hôtel manqueront sans doute à l'appel. Mais la seule vraie inquiétude est la sécurité des sportifs et du public, menacés d'attentats par les islamistes du Caucase. Les mesures de sécurité sont discrètes mais draconiennes. 100 000 policiers et militaires ont été déployés pour assurer la sécurité de ces Jeux. Le comité olympique n'a donné aucune consigne aux athlètes en matière de déplacement. Nous pensons que la sécurité est très bien assurée par les autorités russes. La ville de Sochi, située à 30 km de la mer Noire, est sécurisée par un dispositif maritime, aérien et terrestre sans précédent. Mais tout cela ne devrait pas gâcher la fête et ne semble pas entacher la bonne humeur des premières délégations qui semblent ravies du village olympique et des installations sportives. Nous nous sentons en sécurité, un peu plus rassurés chaque jour et tout se présente sous les meilleurs auspices. À 3 jours de l'ouverture des Jeux, 97% des hôteliers se disaient prêts à accueillir les milliers de visiteurs attendus.
Les autres en sont souvent aux dernières finitions. 170 000 billets ont été mis en vente. Sotchi doit maintenant faire oublier les menaces et laisser place à l'esprit olympique et au sport. Et je rappelle que les 10 officiers supérieurs de la police ivoirienne ont été libérés. Ils avaient été incarcérés pour atteinte à la sûreté de l'État, violation de consignes et rébellion. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes sur RTI 1.